Bonne année à tous et à chacun. Très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission Question pour un citoyen pour les numéros de l'année 2017. Nous avons l'opportunité de recevoir sur ce plateau Monsieur Abraham Lwakabwanga, qui est secrétaire national adjoint chargé de la communication, médias et information au sein de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler de sujets brûlants d'actualité. Monsieur Abraham, bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Merci d'être là. Voilà, est-ce qu'on peut savoir les négociations initiées par la SENCO? Quel est l'impact de cette négociation sur la vie de la population qui vivait dans la détresse? Je crois que ces négociations ont amené d'abord l'apaisement et un soulagement. La tension était là, perspectible, après toutes les actions qu'avait initiées le rassemblement pour pouvoir amener le camp de M. Joseph Kabila à comprendre que le 19 décembre à minuit, il devait être considéré comme un ancien président et plutôt un sénateur à vie. Et je crois que toute cette poussée a amené à ce qu'il y ait une prise de conscience. Et là, nous saluons le travail salutaire de la Sainte-Côte par l'Église catholique qui a pu prendre le taureau par les cornes et amener toutes les parties à s'asseoir pour que nous puissions trouver ce compromis qui, je crois, a permis aux Congolais le 31 décembre, malgré la situation économique difficile, de pouvoir pousser un ouf de soulagement. Et la préoccupation relative à la décrispation de la crise politique qui a été tant décriée par le politique congolais, vous pensez que cette préoccupation également avec l'arrivée de l'accord, cette préoccupation est résolue? Je ne pourrais pas dire qu'elle est résolue, parce que sur la liste les premières listes qui ont été déposées, plus de 220 personnes, dont les 9 emblématiques, il y a certains cas qui n'ont pas été traités. Je parle notamment du cas de Moïse Katumbi, qui lui a dû appeler pour que son cas soit retiré et confié à la SENCO, que cela ne puisse pas être considéré comme un cas de blocage, mais sur de regarder tout ce qui s'est passé en amont. Même pendant ces négociations, il y a eu le cas d'arrestation de l'honorable Franck Diongo, tout récemment et encore aujourd'hui, l'honorable Kyungu Wakumwaza, qui a été déchu de son immunité, a dû se présenter devant le tribunal. Donc on a ici l'impression que le pouvoir de Joseph Kabila fait ce qu'il aime bien faire, c'est-à-dire le talk and fight. D'un côté il parle, il négocie, de l'autre côté il durcit. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que le système judiciaire en RDC a besoin de réforme. Nous espérons qu'avec la mise en place de ce gouvernement qui sera géré par l'UDPS, que les Congolais vont vraiment savoir ce que nous entendons par l'état de droit. Quel est le point d'intercession qui a beaucoup milité à la bonne foi des uns et des autres et qui était la pomme des discordes autrefois? Je crois que d'abord c'est le problème de manque d'inclusivité. Parce que nous avions, nous, au rassemblement, considéré que ce qui s'était déroulé au niveau de l'OUA ne nous engageait pas, pour la seule et unique raison qu'il n'y a pas eu une volonté manifeste des tenants, des personnes qui étaient engagées au cours de ces discussions, de pouvoir associer d'une manière convenable le rassemblement. Qui, je rappelle ici, en dehors de l'UDPS, comporte beaucoup de partis et de plateformes de l'opposition. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que la méthodologie utilisée par les évêques a été excellente parce qu'ils avaient en main les deux résolutions. La première, celle du rassemblement qui s'était conclu un mardi 4 octobre avec des propositions. Nous avions parlé de régime spécial à l'époque, suivie de celle de l'accord du 18 octobre qui est arrivé. Donc, ils ont eu le temps de pouvoir lire, de pouvoir également commencer des négociations les grandes négociations de la SENCO pour pouvoir éluder les questions qui fâchent et retirer ces fameux 6 points avec lesquels nous sommes partis en discussion. Mais vous, personnellement, comment est-ce que vous avez accueilli la signature de cet accord? Parce qu'il y avait la quasi-désespoir, on n'y croyait plus. À un certain moment, on se disait les évêques ont échoué. Quelle sera la réalité par rapport à cette nouvelle année? Et voilà, la nouvelle de la signature, quelque part, est tombée comme une bombe. Est tombée comme une bombe pour ceux qui étaient sceptiques, est tombée une bombe pour ceux qui sont au gouvernement actuel, qui ne voulaient pas que nous puissions signer, est tombée comme une bombe, et je peux l'annoncer, pour ceux qui voulaient induire le président Joseph Kabila en erreur. Pour nous, je crois que sur ce plateau, lorsqu'on m'avait reçu la première fois, je vous ai dit que j'étais rentré avec le président Etienne Tshisekedi, 8 heures de vol où on n'a parlé que du dialogue. Il est venu à Kinshasa pour ce dialogue-là.
Il en a été l'un des demandeurs et la communauté internationale a suivi avec les différentes résolutions. Pour moi, c'était un ouf de soulagement. À aucun moment, je n'ai eu des doutes. Par ailleurs, je suis éditeur d'un journal, l'Écho du Rassemblement. Je m'étais même permis avant la signature de cet accord de dire que les évêques de la Synco avaient réussi. C'est un pari risqué, mais que nous avions gagné. Avec mille et une difficultés. Madame, ce n'est pas facile. Vous savez, le Congo est habitué à des coups. Le Congo est habitué à des rébellions. Le Congo est habitué à avoir des milliers de morts, des personnes tombées, des infrastructures être dévastées. Cette fois-ci, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, ce sont les juristes qui se sont empoignés. Des fois, ça a été difficile, c'est vrai. Certains ont même failli en venir aux mains. Mais une chose est sûre, c'est que pour une fois, les Congolais, entre eux, et là je bénis Dieu et je remercie l'Église catholique qui a montré l'exemple que c'est vraiment l'Église mère, en associant, sans qu'il y ait l'apport d'un membre de la communauté internationale. Parce que d'aucuns pensent qu'il y a une main derrière les évêques. Écoutez, ils représentent bien la première institution, je peux dire, spirituelle de ce monde, l'Église catholique. Ils ont même dû, à un certain moment, lorsqu'il y a eu un blocage, se rendre auprès du pape pour lui témoigner ou lui faire rapport de ce qui se déroulait. On a même reçu un message clair du pape à l'époque, aux alentours avant la fête de la Noël. Qu'il y ait une main, c'est tout à fait normal. L'Église est quand même, et doit être, cette bâtisse au milieu du village. Je crois qu'elle a pleinement joué son rôle. Qu'il y ait des politiques, j'en suis sûr, que les contacts ont été pris à plusieurs niveaux. Nous, à l'UDPS, nous avions reçu, madame, si vous vous rappelez, l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs, Periello, Tom, est venu plus d'une fois nous rencontrer avec le même message, participer à la Synco. L'envoyé spécial de l'Union européenne en RDC, la même chose. Celui de l'Union africaine, donc tous sont venus avec le même message. Et comme c'était une initiative ici qui était également appuyée au début légèrement par le président Joseph Kabila, on s'est dit allons-y ensemble et trouvons ces solutions. Pourquoi la famille politique du chef de l'État a signé sous réserve cet accord, alors que par rapport à l'accord plutôt de la Cité de l'Union africaine, ils ont signé bonnement, où l'inclusivité aussi n'était pas réalisée? Madame, bon, je l'entends de tout un chacun, mais je n'ai pas encore vu ce document sous lequel ou à côté desquels il y a une signature de chacun de ces participants où il est dit sous réserve. Je crois que pour ceux qui suivent bien la politique, je peux me risquer de le dire, la majorité des signataires de l'accord du 18 octobre étaient les grands perdants, si je puis le dire. Car lorsque nous avions commencé ces assises, aucun d'entre eux, ou quelques-uns seulement, étaient encore ministres. Mais le fait qu'ils aient changé de statut, cela a coursé l'addition et c'était pas facile parce que je crois qu'ils risquaient de se retrouver, avoir été dans un gouvernement pour moins de 15 jours avec toutes les corollaires, les conséquences qui pouvaient en tirer. Espéraient-ils, eux, conduire les rênes du pays jusqu'aux élections? J'ose croire, c'est beaucoup plus cette déception, parce qu'il n'y a que, je poserai la question de savoir pourquoi Vital Kamerhe n'a pas signé sous réserve, et il n'y a que certains membres de cette majorité. Un accord qui n'a pas convaincu tout le monde, un accord qui est arrivé à diviser les MLC. Parce qu'au niveau du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, l'accord n'est pas le bienvenu. C'est dit à quoi? Madame, je crois que il y a eu une décision un peu rapide, car lorsque nous avions essayé de sonder, savoir, sans rentrer dans l'organisation du MLC ou même du Front pour le respect de la Constitution, nullement on nous a appris qu'il y aurait eu une réunion du bureau politique qui aurait statué sur cette décision-là. Je crois que spontanément, au cours de ces négociations, Madame Ève, qui conduisait la délégation, a essayé de s'entretenir avec ses pairs et sortir avec cette décision qui, par ailleurs, a été contestée, je peux le dire, sur les lieux mêmes. Mais peu de gens de son bord ont eu le courage de pouvoir s'exprimer de cette manière. Mais nous sommes ce jeudi et l'on apprend que les choses avancent, que peut-être... Mais pourquoi il va être sceptique? Pourquoi il refuse? Parce qu'au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, on aurait appris que le père évêques sont au siège du MLC pour tenter de convaincre le MLC, pourquoi pas, de signer cet accord. Mais
D'où réside le problème exactement? Reprenant ces mots, elle dira que le MLC, ou plutôt le Front, n'est pas intéressé par les strapontins ministériels. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout de sa logique et que le Front ne demandera aucun poste ministériel. Elle revendique le fait que, Madame Ève, que l'UDPS, ou plutôt le Rassemblement, ne pouvait pas récupérer deux des institutions, c'est-à-dire issues de ce dialogue. La première, c'est soit le gouvernement, ou la primature plutôt, ou encore le Conseil national de suivi Ève Bazaïba qui a commencé sa carrière politique au sein de l'UDPS. Je crois qu'elle est passée par la bonne école. Bon, maintenant, elle est dans un autre mot qui est le MLC, qui a l'habitude souvent de négocier les grands moments. Je ne voudrais pas ici remuer le couteau dans la plaie. Elle contredit son maître. Je ne crois pas que Jean-Pierre Bemba soit contradictoire, mais il y a une manière du MLC. Là, je fais allusion à la première école. À la première école? Les points de départ qui est l'UDPS, là où Ève Bazaïba a commencé. Non, ce que je pourrais dire, madame, c'est qu'aujourd'hui, Ève Bazaïba est dans une autre logique. Okay. Une logique où l'on négocie souvent les grands enjeux. En 2013, souvenez-vous, le MLC a eu également à négocier. Il ne voulait pas participer aux concertations. Finalement, ils s'y sont engagés. Qu'est-ce qui a justifié ce rétropédalage? Je crois que nous sommes en politique. Au moment où je vous parle par ailleurs, elle est en train de discuter avec le Rassemblement, sûrement pour une distribution quelconque des quelques strapontins qui existent. Donc encore malheureusement, bon, c'est de l'huile politique comme on dira, la huile politique comme diraient tous les analystes. Mais bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? On a perdu quelques jours alors que ceci aurait pu être fait dans un autre contexte, en se regardant droit dans les yeux, en discutant. Mais bon, écoutez, c'est ce que nous sommes les Congolais. Les pères évêques sont au MLC pour tenter de convaincre MLC à signer les accords initiés par la SANCO. Vous pensez que leurs résultats seront probants? Ils vont arriver à atteindre l'objectif? Madame, je crois, parce que la méthodologie utilisée, la sagesse des pères, des évêques m'a personnellement ravi. Parce que au cours de ces assises, madame, nous sommes partis, nous avons assisté à des discussions de toutes les délégations, des 16 membres d'un côté ou d'un autre, et de l'autre. On a eu des discussions où il n'y avait que la moitié. On a eu encore d'autres discussions où il n'y avait peut-être que 3 personnes d'un côté, 3 de l'autre, avec les évêques. Donc, dans leur méthodologie, ils ont étudié la psychologie de l'homme politique congolais. Je crois que c'est la raison pour laquelle... Il n'y a pas que le Ève Bazaïba qui fustige, qui proteste, mais il y a même au sein de la famille politique du chef de l'État, il y a des ceux qui sont contre. Il y a aussi certains opposants pro-dialogue qui sont contre. Je prends l'exemple de Jean-Lucien Boussa, honorable José Makila, ils sont contre la signature de cet accord. Revenons d'eux, madame. Mais la loi, le fait qu'aujourd'hui, ils ont perdu ce statut d'opposant parce qu'ils sont au gouvernement, ils sont dans la majorité. Et qu'est-ce que l'on pourrait, moi personnellement, je regarderai cette caméra en demandant à notre frère José Makila, encore à Jean-Lucien Boussa, de montrer que ce sont des véritables hommes d'État qui ne bloquent pas la machine et qui les encouragent. Le Premier ministre Sami Badibanga a démissionné pour que le Congo puisse avancer. Et je rappelle que tous les deux, ils ont été des membres du MLC qui, à l'époque, avait utilisé le canon pour qu'ils puissent trouver une solution. Aujourd'hui que nous avons choisi une autre voie, je leur demanderai de pouvoir prendre ce rôle, jouer ce rôle à fond et accepter à les signer au lieu de tourner en rond comme nous sommes en train de tourner en rond. Qu'attendez-vous par signer avec une réserve et qu'est-ce qu'on peut attendre exactement de cette réserve? Madame, je reprendrai la boutade de l'abbé Chollet, qui a dit que c'était la distraction lorsque la majorité parlait de signer sous réserve, après avoir participé activement. Je rappelle ici, madame, qu'on a connu 2 jours où nous avons travaillé jusqu'aux petites heures du matin. On avait les yeux rougis, on devait revenir le lendemain, 3-4 heures de sommeil à peine. Personne n'a manqué. Il n'y a eu aucune séance où le quorum n'était pas atteint. On a senti du dévouement de part et d'autre. La réserve était-elle une réserve monétaire qu'il fallait discuter? Je n'en sais strictement rien, mais je crois, et vous connaissant votre professionnalisme, j'espère que vous allez avoir sur vos plateaux un des membres qui devra vous dire les raisons pour lesquelles ils ont parlé de réserve. Parce que ils ne font pas allusion au respect de la Constitution, respecter scrupuleusement la Constitution? Madame, ici nous sommes dans un accord politique, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Si nous devons absolument respecter la Constitution,
la première personne qu'on ne devrait plus appeler président de la République, c'est M. Joseph Kabila. Parce que nous allons repartir pour dire, nous ne croyons pas à ce que la Cour constitutionnelle avait décidé et nous allons repartir sur une discussion qui n'en finira plus. De part et d'autre, c'est un compromis politique. J'ai aimé le terme. C'est un compromis qui devra faire office de loi à un certain moment. Il faut comprendre que nous, de part et d'autre, nous prenons des résolutions pour amener le pays à une situation de paix. Je rappelle que ceux qui aujourd'hui veulent nous parler de respect de la Constitution, pendant 5 ans, ils ont géré la nation sans nous conduire à des élections. Eux, peuvent-ils nous parler de respect de la Constitution alors qu'eux-mêmes sont les spécialistes des violations? Merci pour cet éclairage. Il y a un sort réservé au gouvernement Badibanga? Écoutez, madame, je crois que le seul sort, c'est qu'il démissionne. Il n'y a pas un exit. C'est pas facile, une grande déception. Madame, surtout pour le Premier ministre, qui a été à peine nommé. Je crois, madame, cela fait partie de la vie politique. On ne peut pas réussir à tous les coups. Aujourd'hui, que M. Sami Badibanga ait démissionné, le seul problème, c'est qu'on ne saura pas le juger sur ce qu'il vaut réellement, mais à regarder la taille du gouvernement qu'il a mis en place, plus de 60 membres, je crois que cela n'augurait pas de très bonnes choses. Deuxièmement, lorsque vous suivez son discours devant le Parlement, j'avais pas l'impression que c'était le discours de quelqu'un qui restait au pouvoir pendant 16 ou 18 mois, selon le raccord de l'OUA. J'avais l'impression qu'il venait avec un plan quinquennal, avec des déclarations intempestives, du genre gratuité des soins médicaux pour les enfants de 0 à 3 ans. Je me suis posé la question de savoir d'où M. Badibanga allait trouver ses fonds, alors que le budget de la RDC a été revu pratiquement à la baisse de 6 milliards à 4 milliards. Donc je voyais beaucoup de démagogie. Un coup dur pour le Premier ministre Sami Badibanga. Comme je le dis encore, madame, c'est la réalité politique. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'histoire retiendra. Il restera comme étant un Premier ministre, même s'il n'a pas eu à gérer, bon, comme je le dis, Premier ministre. On a eu également, madame, souvenez-vous, Mongouliaka, qui a eu un gouvernement de... Birindoua, qui a eu un gouvernement. Que dire de mon président, Etienne Tshisekedi? La même chose. Donc nous sommes à l'école. Bon, c'était risqué. Il a pris le risque. C'était les fervents défenseurs de l'inclusivité de ce qui s'est passé à l'OUA, alors que nous, de l'autre côté, nous ne cessions de marteler, de dire qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Ben bon, ils payent les pots cassés, malheureusement. Comment envisagez-vous la mouture du nouveau gouvernement en qualité et nombre? Je crois que les propositions que le Rassemblement ira déposer, si pas aujourd'hui, demain, parlent d'une structure d'environ 40 ministres et vice-ministres. Je crois que nous ne sommes pas éléphantesques, nous recherchons l'efficacité, sachant que le but premier de ce gouvernement, c'est d'apaiser ou de soulager les problèmes de la société, les problèmes sociaux que nous avons, que nous rencontrons. Mais c'est toujours costaud. Madame, on parle de 67 à 40, il y en a 27 de moins. Je peux vous dire en termes en chiffres, vous prenez en salaire, ça constitue ce que ça constitue, ça montre une certaine efficacité. Matata Mpogno a eu des gouvernements plus ou moins les mêmes. On pouvait aussi réduire. Maintenant, vous savez, comme il faut pouvoir concilier tous les points de vue, que ce soit de l'opposition tout comme le pouvoir, nous disons qu'un groupe de 40 membres, ministres et vice-ministres, on pourrait avancer. Donc je crois que il y a une volonté. Deuxièmement, nous avons besoin de technocrates. Le peuple n'aura pas besoin d'écouter des discours. Le peuple voudra voir le panier de la ménagère s'améliorer. Les Congolais devront voir, comme nous l'avions dit, et que nous allons organiser les élections en fin décembre 2017, disons au dernier trimestre, ce gouvernement devra capitaliser, c'est-à-dire aller chercher les ressources financières là où elles se trouvent, juguler tout ce qui est corruption. S'il faut traduire en justice, qu'il faudra traduire, aller récupérer les fonds qui appartiennent à l'État congolais, au peuple congolais. Je crois que c'est à cela que ce gouvernement devrait s'astreindre, parce qu'il serait anormal que pendant toute sa vie, qu'on ne nous dise pas qu'on a audité tel organisme ou telle société. Donc il est important, il y a du pain sur la planche. Je crois que ce gouvernement pourra, sous l'impulsion d'un Premier ministre de l'UDPS, arriver à des résultats que les Congolais espèrent.
Quel sera l'état d'esprit de politique pendant la période de la transition? Madame, comme nous avons un organe qui est le conseil de suivi, je crois que l'état d'esprit, ce sera d'essayer d'exceller dans ce qu'ils vont faire. Beaucoup, malheureusement, viennent dans la fonction politique avec un but, piller les ressources, dilapider les ressources, bref, se faire de l'argent. Ici, c'est différent. C'est vrai, les Congolais vont dire, oui, parlez, on vous verra aux actions. Non, nous avions déjà été prévenus à l'UDPS. Le président a bien martelé pour dire que le premier écart qu'il verra, il ne tergiversera pas pour traduire en justice même ses propres membres. Nous sommes avertis et c'est le message que nous envoyons à tout un chacun. Lorsque nous allons nous mettre au travail, il ne faudra pas que nous soyons des petits magouilleurs ou que nous puissions faire ce que les personnes qui nous ont antécédés ont accompli. Il faudra qu'on vienne ici avec de la rigueur, qu'on vienne avec des chiffres et que les Congolais se rendent compte que réellement, avec l'UDPS, comme au début des années 90, il y a près de 30 ans, souvenez-vous, à la seule nomination d'Étienne Tshisekedi, le cours des matières, le cours des devises avait baissé, les prix sur le marché et tout ça avait connu une normalisation. Nous espérons que cette fois-ci, cela accompagné par des réformes, la santé économique de la RDC, le climat des affaires va s'améliorer pour que nous puissions attirer les investisseurs qui viendraient pour créer des emplois et surtout aider le développement économique de ce pays. Parce que vous parlez de la justice, quelle est la santé de la justice congolaise face aux enjeux politiques de l'heure? Madame, la justice en RDC, nul ne peut le cacher, elle est instrumentalisée, elle n'est pas indépendante. Il suffit de suivre tout récemment les révélations d'un ancien procureur, la juge qui a condamné Moïse Katumbi, elle est sur toute la toile. Donc c'est un exemple, celui-là, parce qu'elle n'a pu être évacuée, elle a pu fuir la RDC pour pouvoir parler. Mais je crois qu'il y a d'autres cas. Je crois que nos amis qui sont dans le système juridique de la RDC ou judiciaire doivent pouvoir faire des efforts. S'ils ne le comprennent pas, nous allons pouvoir les aider au travers le travail efficace qui sera fait par ce gouvernement que nous attendons de tous nos voeux. Mais apparemment, la famille politique du chef de l'État semble favoriser l'attitude du MLC pour compromettre l'accord. C'est vrai, madame, il nous a semblé que M. Lambert Mende, je crois que c'est de lui que l'on devrait parler, a eu appuyé la démarche du MLC, parlant de la non-inclusivité. C'était une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que, bon, cela a poussé le prélat, la Cinco, à aller à la rencontre de ceux qui n'avaient pas signé. Une mauvaise chose parce que le même ministre, M. Lambert Mende, que je salue au passage, lui a été reconduit dans un gouvernement. Et cela biaisait en fait ses propos, quand bien même ils étaient censés. En se disant, mais il est avec nous, il a discuté, il a mené sa contribution pour que ce consensus soit trouvé et que nous puissions signer cet accord. Pourquoi, dès lors, se torpiller ou se tirer une balle dans le pied, détruire son propre travail? Donc la démarche était un peu biaisée, mais là j'ose croire que, comme on nous l'annonce, que le MLC a reçu la Cinco, a reçu le nonce apostolique, même l'envoyé spécial de l'Union européenne, et au moment où nous parlons, peut-être la diffusion de cette émission, comme vous l'avez dit, la signature du MLC et surtout du Front pour le respect de la Constitution sera effective. Qui perd et qui gagne si l'accord est mis en cause? Celui qui gagne, c'est le peuple congolais. Celui qui perd, c'est toute personne dans ce pays ou hors de ce pays qui voulait voir le Congo éclater, qui voulait voir les rues de Kinshasa et d'autres grandes villes être jonchées de cadavres. Tous ceux qui voulaient que le pays ne sombre dans une guerre civile, ce sont ceux-là les grands perdants. Mais apparemment, ces jeux, on peut l'appeler jeux, ne semblent pas profiter à la population parce que normalement, on se l'est dit, tout devait être mis en place pour démarrer pour ces nouvelles années, pour qu'on puisse avancer. Mais jusqu'à-là, voilà encore, l'accord est là, mais les gouvernements, on traîne les pieds avec la décision du fait que le MLC sceptique, ça ralentit, ça traîne encore les choses. Ça, c'est quelle stratégie?
il y a toujours des divergences. Avec l'accord de la Cité de l'Union africaine, il y avait des divergences, il y avait de peau de banane, il y avait de plusieurs réalités. Et voilà encore avec l'opportunité, les bons offices de la CENCO par rapport à cet accord, les MLC ne facilitent pas la tâche, ainsi que quelques opposants pro-dialogue qui ne semblent pas aussi également faciliter la tâche. Ça profite à qui, tous ces désordres? Madame, c'est une question d'intérêt. Je vais vous paraphraser quelqu'un qui a fait une déclaration que présentement, que j'apprécie pas beaucoup, c'est M. Bitakwira. L'honorable Bitakwira, qui est aujourd'hui ministre chargé des relations entre le gouvernement et le Parlement. Il a osé dire devant la presse que tant que ses intérêts n'étaient pas réalisés, il n'allait pas signer. Là, c'est l'image en fait de l'homme politique congolais qui, au lieu de voir l'intérêt de la société, l'intérêt du peuple, en revient à ses propres intérêts à lui. Et c'est vrai que cette phrase peut paraître anodine, mais elle est là, elle est lancée. Abdoulaye Wade, à l'époque, l'avait dit, étant venu en RDC, parlant de la classe politique. Ces mêmes négociations que nous vivons aujourd'hui, on les a connues d'une certaine manière sous l'époque, sous la Deuxième République. Le problème, madame, c'est le problème du politique congolais. On a très peu d'hommes politiques, on a beaucoup de politiciens. Les hommes politiques, ce sont des hommes qui ont de la candeur, de la grandeur, qui voient l'intérêt général et non ce qu'ils vont manger demain, dans quelle voiture ils vont rouler demain, où est-ce qu'ils vont aller voler de l'argent. C'est cela ce que nous payons. Et j'aimerais vous le dire, madame, la détermination, je l'ai vue. J'ai entendu le président Etienne Tshisekedi parler. Grandes seront les surprises et attention parce que ça va faire très mal en termes de gestion. C'est un accord signé pas par bonne foi, c'est peut-être par contrainte politique. Madame, avait-il le choix? Vous savez, nous avions, nous, à l'UDPS, levé une option, je peux le dire. Nous avions appelé le peuple pour un 3e carton rouge. On aurait pu le 19 décembre dire pas question, message du président Etienne Tshisekedi et du Rassemblement, le peuple dans la rue, nous ne voulons plus, et puis voilà, plus de Joseph Kabila et même de toutes les institutions. C'est vrai. Quand on voit Vital Kamerhe signer les désaccords sans embâge, ça traduit quoi? Écoutez, M. Vital Kamerhe est un politique qui fait beaucoup de repositionnement. Il a dans son, à son actif, bon, d'avoir signé sans discuter ces accords, d'y avoir participé. Était-ce par vengeance parce qu'il n'avait pas été nommé Premier ministre? Beaucoup de gens le disent, mais bon, je ne peux pas parler à sa place. Mais ce que je sais, c'est qu'il a fait des déclarations qui vont dans le bon sens, appelant même que la mise en application de cet accord le soit avant la fin du mois de janvier. Voilà quelqu'un qui est venu contredire. C'est pas parce que l'intérêt de la population lui préoccupe au plus haut point? Maman, madame, j'ose croire, je vous appelez maman, femme que vous êtes, j'ose croire que c'est dans cet intérêt-là, mais bon, encore une fois, c'est au niveau du travail, au niveau de la mise en pratique que nous pourrons juger. Parce que, je dis encore une fois, nos politiciens nous ont habitués à faire des déclarations intempestives. Où ils soufflent au chaud et au froid. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur M. Vital Kamerhe. Ce que je dis, c'est que... Il n'y a pas que lui, il y a Steve Mbikaye également qui a signé sans causer problème. Bon, Steve Mbikaye est quelqu'un que l'on connaît pour son franc-parler. Je crois que... Il a dit ce qu'il devait dire, il est venu signer, se désolidarisant des autres. Malgré les acharnements, oui, il voilà. A signé sans problème. Je crois qu'aussi, et là je peux revenir pour récupérer un peu M. Kamerhe, entendre les déclarations de José Makila et surtout de Jean-Lucien Boussa qui a dit qu'ils auraient été trahis. J'aurais bien voulu savoir quel était le petit complot ou bien la stratégie qu'ils avaient mis sur pied qui fait que M. Vital Kamerhe, lui, a préféré venir signer et ne pas les suivre. Parce qu'à un certain moment, c'était Kamerhe qui était trahi pour... l'accord de la Cité de l'Union africaine, et pour cette fois-ci, c'est Kamerhe qui a trahi, on ne comprend plus rien. Madame, le plus important, je crois, c'est le peuple. Revenons vers le peuple. C'est ces peuples-là qui ne comprennent plus rien. Je crois non, je vous avais le peuple congolais a compris. Et moi, j'aimerais dire à tous les politiciens congolais qu'ils fassent très très attention aux prochaines échéances électorales. Si nous parvenons à mettre en application ce qui a été décidé au niveau de la CENI, si nous parvenons, madame, demain à mieux gérer cette CENI, qu'elle devienne indépendante,
Je crains fort que les 10 heures de Bonaventure, que tous les politiciens légers qui un jour vous disent c'est vert, le lendemain c'est bleu, puis vous disent non, c'est jaune, je crains fort qu'ils puissent changer de métier, car 2017 s'annonce comme étant une année... La population craint aussi qu'il n'y ait pas une bonne cohabitation politique au cours de la transition. Madame, je crois, lorsque nous regardons, le président Kabila gère une institution, présidence. Le président Etienne Tshisekedi, sauf changement contraire, gère le Conseil national de suivi. Le gouvernement est géré par l'UDPS. À part la présidence de la République, ces deux autres structures, c'est-à-dire institutions, c'est-à-dire le Conseil, tout comme le gouvernement, seront constitués des membres de l'opposition et de la majorité. Donc je crois qu'avant qu'on puisse réfléchir sur peut-être des blocages, en interne, les choses vont devoir être discutées. Et tout dépendra en fait des rôles qui seront dévolus aux uns et aux autres. Est-ce qu'avec ce gouvernement, le président Joseph Kabila va-t-il vouloir garder les postes importants pour gérer demain, ou bien nous donner des strapontins et avoir un gouvernement parallèle qui va gérer au Palais de la Nation? Tout cela devrait être discuté, devrait être l'issue d'une bonne volonté. Est-ce qu'il sera de bonne volonté pour pouvoir amener la RDC au travers ce compromis à des élections que les Congolais espèrent? C'est ça la chose la plus importante. Mais j'aimerais vous dire, pendant 15 jours, 3 semaines, à la Cinco, oui, nous nous sommes engueulés avec nos amis. Oui, il y a eu des Et si à la fin de l'année 2017, oui, la famille des chefs de l'État et les chefs de l'État, ils changent d'avis, ils ne respectent pas le principe, ça sera compliqué. C'est vrai, avec les si, madame, on peut changer le monde. Prenons le cas de figure. Pour que ne change d'avis, c'est si et seulement si le gouvernement, conduit par le rassemblement, ne réalisait pas les élections en temps utile et permettait en fait au gouvernement, disons pas à la majorité, au président Joseph Kabila et à ses alliés, de pouvoir faire recontrôler la situation. Donc je rappelle que notre objectif premier, ici, tant la majorité que l'opposition, que le rassemblement, c'est de conduire la RDC vers des élections paisibles. Et d'après le chronogramme qui devrait être déposé... N'oubliez pas qu'au sein de la famille de politique du chef de l'État, il y a ceux qui ne jurent que sur le référendum. Un référendum ou rien. Madame, dans le document que nous avons signé, je crois que nous avons demandé à ce que l'article 5 soit revu, dans le sens où il ne soit pas appliqué. C'est une question de bonne volonté. Imaginez, nous n'avons pas la majorité au niveau de l'Assemblée. Le Premier ministre étant issu du rassemblement. Demain, il peut aller au Parlement et voir la majorité présidentielle qui gère le Congrès, disons le Parlement, peut avoir une mission de défiance et faire tomber ce gouvernement. Donc, il est ici une volonté de part et d'autre, une volonté patriotique, de se dire, voilà, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce qu'il y avait tel ou tels écueils, travaillons ensemble, en gentleman, ce qui est un gentleman agreement, comme on dit en anglais, de manière à ce que nous puissions organiser les élections. Je crois qu'il faut de la franchise, de l'honnêteté, de part et d'autre, et chacun doit tenir ses troupes. Je crois que le président Joseph Kabila est assez mature et nous a montré sa fermeté. Il est capable de gérer sa majorité. De notre côté, au rassemblement, nous avons le président Etienne Tshisekedi avec le conseil comité des sages. Vous êtes de la diaspora des États-Unis. Pourquoi est-ce que les élections ne sont pas organisées par le ministère de l'Intérieur et l'administration publique comme c'est là et les cas aux États-Unis, en Europe et en Asie? Ce sont des vieilles démocraties. Je crois que, madame, lorsque ceci a été décidé de mettre sur place la CENI ou la CEI à l'époque, c'était pour que réellement elle soit indépendante parce qu'on sortait du régime 1+4. Qui allait accepter, sachant que le gouvernement contrôlait toutes choses, que ce soit le ministère de l'Intérieur, qui généralement est contrôlé par le président ou la personne qui a la majorité. Je crois que c'est cela qui a été la volonté. Mais, madame, dans d'autres pays africains, la CENI ou l'équivalent fonctionne. En RDC, c'est simplement parce qu'elle est inféodée au pouvoir. C'est ce travail-là que nous devrions faire pour que demain, réellement, les membres de cette CENI soient indépendants et de deux, qu'ils soient aussi contrôlés.
On a appris ce qu'on a appris avec M. Nanga, avec les ponctionnements d'argent intempestifs et tout ça. Je crois que, et d'ailleurs, je préviens, il y aurait une audit de cette série. Parce qu'il faudra qu'on sache. La RDC a ses réalités politiques particulières apparemment. On voit, à l'époque, il y avait 1+4, le dialogue de la cité de l'Union africaine, chapeauté par Eden Kojo, et voilà le dialogue bis, en quelque sorte, initié par la CENCO. Quelle leçon pour le pays africain? La RDC a ses réalités politiques particulières. La grande leçon, madame, c'est, moi je crois que c'est l'élévation. Et je crois qu'en aparté, je discutais avec un abbé. Et par ailleurs, sauf ici? Non, madame, vous savez, on n'est pas n'importe quel pays. Avec 9 pays frontaliers, avec toutes les richesses que nous détenons, la RDC n'est pas un pays qui produit des cacahuètes. Nous produisons bien plus que cela, et cela justifie les raisons pour lesquelles la RDC est le théâtre de toutes les influences. Que nous soyons spirituellement ou miraculeusement tombés sur un accord, je dis bravo. Et ceci me rappelle une rencontre qui s'était tenue en août 2014 à Washington, la première table ronde entre l'opposition et le pouvoir. Et j'ai retrouvé certains de ces ténors que j'ai vus au cours de ces discussions à la CENCO, qui, en pleine manifestation, diront « Mais pourquoi les Congolais, on ne peut pas se retrouver chez nous, nous regarder en face et discuter ?» Là, je crois que le message que nous avons ici envoyé à l'Afrique et au monde, c'est que nous sommes responsables, nous pouvons nous regarder droit dans les yeux, discuter et sortir avec des résolutions. Et je rappelle, c'était sans per diem. On n'a pas été payé, on n'a pas demandé. C'est peut-être qu'il faudra que prochainement, chaque fois qu'il y a une réunion, qu'il n'y ait pas de per diem, que chacun démontre de la bonne volonté pour pouvoir travailler. Sinon, peut-être avec des per diem, on serait toujours en train de discuter selon les premières commissions, parce que chacun allait vouloir engranger de l'argent. Donc, nous avons démontré suffisamment assez qu'il y a une bonne volonté et qu'il y a un patriotisme, raison pour laquelle je salue cet accord dès demain. Une parenthèse, l'Afrique réclame la souveraineté contre l'ingérence étrangère après analyse des élections au Burundi, Congo-Brazzaville, Gabon et Gambie. Pouvons-nous considérer le chef d'État africain comme des enfants, adultes, valides ou comme des adolescents handicapés qui refusent le béquille? Madame, je crois que toutes ces assertions que vous faites, on peut les prendre. Et j'ai souvent une difficulté, c'est de me dire que dans les pays anglophones, ils sont passés outre ces difficultés-là. Le Ghana, le Kenya, le Nigeria, bref, il y a toute une série, la Zambie, la Tanzanie, tous ces pays anglophones fonctionnent. Pourquoi ce problème réside-t-il la plupart du temps dans les pays francophones? Qu'est-ce que nous avons hérité qui n'est pas correct? Mais je crois qu'il faudra qu'il y ait une génération de politiques qui vont arriver, qui vont devoir imposer un peu plus de patriotisme, un peu plus d'amour de la patrie. Je crois que c'est cela qui manque dans le chef de plusieurs. Et pas simplement ça. On n'a pas arrêté de le dire, il faut un changement de mentalité. Sommes-nous prêts à changer de mentalité? Parce que je vous dirais, madame, c'est vrai, vous l'avez dit, j'ai vécu dans la diaspora, oui, je suis toujours à la diaspora. Mais lorsqu'un Congolais quitte son pays d'origine, la RDC, pour se rendre dans un pays de la diaspora européenne, un pays européen ou un pays américain, la société le corrige et le met dans certaines conditions qui font que cet homme change. Donc la mutation de la mentalité vient de la pression de la société autour de cette personne. Donc si l'on remet maintenant les mêmes conditions que nous voyons à l'extérieur, qui sont lesquelles? Vous ne pouvez pas vous permettre, dans un pays comme les États-Unis, la France, de dire vous êtes le fils d'un tel parce qu'il y a un policier devant vous, ou parce que vous faites du trafic d'influence ou autre chose. Vous le faites aux États-Unis, il vous met les menottes en 2 minutes et vous fait asseoir derrière sa voiture, vous allez au poste. Donc je crois que l'absence de l'état de droit est l'une des conditions sine qua non qui est en fait l'une des raisons pour lesquelles, j'aurais dû dire, que les pays africains ont des problèmes. Je crois que nous devons, nous, peuple congolais, nous y atteler au travers de ce gouvernement que je vous invite, peuple congolais, à supporter. Et nous allons faire ce travail avec vous pour que nos lendemains soient meilleurs.
Après le refus du gouvernement américain de recevoir le président congolais Denis Sassou Nguesso, le gouvernement congolais vient aussi de décider d'expulser l'ambassadeur des USA. C'est compliqué en Afrique. Madame, je dirais que c'est la bêtise. Premièrement, pourquoi? Le président en exercice jusqu'à présent s'appelle Barack Obama. Donald Trump sera investi le 20 janvier. Il y a encore quelques jours. Est-ce que pour l'heure peut-il se permettre de recevoir d'une manière officielle alors qu'il y a un autre président? Je ne crois pas. Et je trouve cela simplement singulier. Le président Denis Sassou Nguesso est un vieux de la vieille, si je peux le dire. Il connaît les pratiques. Il a survécu comme un président américain 4-5. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, il les connaît, il en a rencontré certains. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, cette fois-ci, de vouloir aller, comme on dit, in between la prestation de serment. Je ne sais pas, il aurait dû simplement attendre. Il connaît les officines qui, aux États-Unis, permettent, et là, il est président de la République, qui permettent de rencontrer les responsables. Craint-il que le président Donald Trump, qui a menacé de mettre de l'ordre, s'occupe de son cas? Bon, si c'est le cas, donc je ne crois pas que ce soit la bonne manière. C'était qu'une parenthèse, revenons à notre mouton. On parle que la surprise du rassemblement, parce qu'il y a déjà des noms qui sont cités par rapport au Premier ministre. On peut connaître les porteurs robots du Premier ministre. Madame, je crois que... Jetez les noms. Mais il y a déjà des noms qui sont cités. Mais non, ça ne sera pas Tshisekedi, il va nommer... Bon, jetez les noms. Non, madame, on parle du Premier ministre. Okay. Ici, il faut savoir, c'est un distinguo. Ça ne sera pas Tshisekedi, il va nous surprendre. Il y a déjà des noms. Non, il y a deux Tshisekedi. Le premier Tshisekedi est le président du Rassemblement. Okay. Donc je crois que, et les documents sont clairs pour dire que celui qui sera nommé responsable de la commission nationale de suivi, c'est le président du Rassemblement, Étienne Tshisekedi, et non le président de l'UDPS. Maintenant, quant à la position de la primature, nous disons que ce combat, et lorsque nous disons, nous regardons la caméra en face pour dire à nos partenaires qui sont avec nous au Rassemblement, que ce combat a quand même été piloté par l'UDPS. Et que les uns les autres, il y a assez de place, il y aura assez de fonctions, que ce soit au gouvernement, que ce soit au niveau du Conseil national de suivi, que ce soit dans d'autres institutions, il y a assez de place pour tout un chacun. L'UDPS a mené un combat de plus de 30 ans. Et ce combat, sans tirer à la Kalachnikov, comme certains qui nous rejoignent, nous venons d'obtenir une grande victoire à partir d'un débat d'idées. Je crois que ce serait que justice si l'UDPS conduisait ce gouvernement. Vous me direz, écoutez, je connais les cadres, je suis membre de l'UDPS, sans que cela ne fâche. La première personne que je pointerai, c'est mon secrétaire général adjoint. Pour quelle raison? Félix Antoine Tshisekedi est l'homme qui a fait un travail énorme. On ne s'en rend pas compte. Hier, l'UDPS n'était pas dans les, je peux dire, dans les... n'était pas dans les bons contacts avec la communauté internationale. M. Tshisekedi était toujours vu comme l'homme dur qui disait non, non à tout, qui ne voulait rien négocier. Aujourd'hui, il y a un nouveau visage. L'UDPS s'est ouverte. L'UDPS considère un peu plus fait attention à ce qui se fait au niveau de l'international. Et ça, c'est le travail d'un monsieur que je respecte. Ça ne va pas créer de divergences de vues, ces décisions, ça ne va pas vous diviser aussi. Vous m'avez posé la question de savoir qui je propose. Je vous donne mon... Et je peux défendre le cas. Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que je voudrais même... Votre choix ne reste pas de susciter des problèmes. Est-ce que ce choix a-t-il dérangé lorsque le chef de file... Parce que lui, le leader de l'UDPS, il ne donne pas l'air l'impression de pistonner son fils, Félix Tshisekedi. Madame, tous vous diront unanimement, lorsque nous sommes rendus à la Cinco, le chef de file, le chef de la délégation, s'appelait Félix Antoine Tshisekedi. Et cela, moi j'ai vu, et je suis heureux. Etienne Tshisekedi n'a pas cette logique des successions. Non mais madame, revenons ça pour ça, parce que c'est important. Moi j'ai assisté à des débats où le chef de la délégation s'est retiré pour laisser quelqu'un d'autre. Personnellement j'étais étonné, alors que je ne le voyais pas, je ne vois pas dans cette délégation d'autres personnes qui étaient prêtes à laisser leur place pour des discussions à ce niveau-là. J'ai vu de la responsabilité.
j'ai vu de l'autorité et surtout de la reconnaissance. Je crois qu'aujourd'hui, unanimement, les 15 qui ont accompagné Félix, plus les autres techniciens, sont unanimes pour dire Félix Antoine Tshisekedi le mérite. Et évidemment, si aujourd'hui la décision interne changeait ou le président Étienne Tshisekedi décidait autrement, je rappelle... Il sera à la hauteur de la responsabilité. Mais je me pose la question, pourquoi les gens doutent-ils? Il faut douter pour connaître la vérité. Le poste de Premier ministre est un poste qui est, premièrement, un poste technique. La politique venant par après. Je crois que le Premier ministre a son cabinet, certes, plus d'une cinquantaine de conseillers. Pas une personne qui sera récupérée par après. Ne vous en faites pas. Je ne crois pas, madame, parce qu'aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il y ait une question... Facilement manipulable, qui sera récupérée et achetée par après. Il y a eu une opinion, madame, il y a une année ou un peu moins, qui disait qu'il y a eu des accords entre l'UDPS, là je cite M. Kodjo, entre l'UDPS et entre M. Tshisekedi et Joseph Kabila pour avoir Félix Tshisekedi comme Premier ministre. On a parlé de millions de dollars et tout ça. Je regarde la caméra pour dire, mais vous qui avez des preuves, croyez-vous que s'il y avait 1 ou 2 ou des millions, comme vous l'avez dit, serions-nous passés par tout ce stratagème pour qu'il soit nommé Premier ministre? Encore, il n'est pas encore effectivement. C'est de dire non, arrêtons avec les rumeurs. Je crois qu'ici, et aussi les présomptions. Madame, ce pays a été géré par des éminents professeurs d'université. Vous voulez que je vous donne des noms qui nous ont conduits dans des situations difficiles? Il y en a. Ils se reconnaissent. On a eu des éminents juristes. Donc ici, ce n'est pas simplement la fonction ou le gros diplôme qui devrait... Il y a un nom d'un pion d'un bras droit de Moïse Katumbi qui est cité aussi. Pourquoi pas lui? Pourquoi? Parce qu'avec lui, Moïse Katumbi va prêter main forte. Il va soutenir le gouvernement pour que le gouvernement soit solide. Madame, je crois que Moïse Katumbi est aujourd'hui un des membres du Rassemblement. Il a manifesté cela. D'ailleurs, je le salue et le félicite pour lorsqu'il a décidé de retirer son nom qui risquait d'être un sujet de blocage, il a montré ce patriotisme. Mais je crois qu'également, M. Moïse Katumbi est un visionnaire du point de vue politique. Aujourd'hui, prétendre vouloir avoir un de ses lieutenants à la tête de la primature, cela passerait mal. Pour la simple et unique raison. Il a pesé au-dessus de tout son poids pour le succès de ces négociations. Madame, je crois que l'un des personnages politiques de ce pays qui est capable de drainer des millions de personnes dans la rue reste et demeure Étienne Tshisekedi, sauf avis contraire. Donc, ou démonstration contraire. Et nous n'allons pas rentrer dans une certaine polémique. Moïse Katumbi l'a bien dit, qu'il s'inscrit dans l'alternance, qu'il voudrait être candidat au présidentiel lorsqu'elles seront organisées. Je crois que dans cette démarche-là, il le fera. Alors, quant à trop d'ambition, c'est comme ça que je le dis, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres le respect dans ce travail, le respect, qu'on ait de l'humilité. Ce n'est pas simplement en étant à la tête du gouvernement qu'on peut réussir. Respectons le travail, respectons les morts, les sacrifices que l'UDPS a consentis depuis une trentaine d'années, pour une fois que l'UDPS veut y arriver. Mes chers amis et collègues, attendez votre tour, il viendra. Voilà, nous sommes presque à la chute de cette émission. L'honorable Franck Diongo, torturé et corrigé avant d'être jugé. Violation au respect de procédure. Non, je dirais violation, madame. Sans coup férir, j'étais le soir où il a été condamné. Je le revois encore à la Cour suprême de justice. On s'est embrassé. Il m'a rappelé une phrase. Il m'a dit, Abraham, à Washington, tu m'avais remis une médaille et tu m'avais dit ne jamais trahir la RDC. Voici la phrase que l'honorable Franck Diongo m'a donnée. Et j'espérais personnellement que, comme nous étions pour parler à la Cinco, que la justice congolaise allait quand même être plus humaine et être indépendante, parce que on se rend bien compte que les ordres sont venus d'ailleurs. Il fallait absolument mettre Franck Diongo sous éteignoir. Ça s'est passé vite. Je me pose la question de savoir qui peut me donner le nom de la personne qui est venue tuer les 8
combattants de l'UDPS. Le rassemblement ne laissez-moi prête terminer pas parce main que- forte. Oui, je vous en prie. Qui est venu tuer nos membres de l'UDPS la nuit du 20 septembre? Tous ces meurtres que nous voyons, pourquoi cette justice-là est à deux vitesses? Lorsqu'il faut éliminer quelqu'un de l'opposition, ça va vitesse grand V. Luzolo Bambi, où est-ce qu'il en est? Sur ce plateau, je l'ai dit. J'aurais voulu que M. Bambi, qui était conseiller en charge, non responsable de la corruption, puisse nous sortir un seul dossier. Madame, vous imaginez un grand pays comme celui-ci, même aux États-Unis, en Chine, en Corée ou ailleurs, il y a des cas de corruption. Donc en RDC, lui, Luzolo Bambi n'a rien trouvé. Je crois que le cas de Franck Diongo, comme nous l'avons dit, devrait être revu. Dès l'instant où le gouvernement va se mettre en place, j'appelle ses avocats, j'appelle les membres de son parti à pouvoir aller en cassation, qu'il demande à ce que le procès Merci soit revu. beaucoup pour votre contribution. Un message résumé pour clore l'émission. Un message, c'est souhaiter à tous les Congolais et Congolais mes voeux les meilleurs, en leur disant la main sur le cœur qu'avec l'UDPS et le rassemblement, ce gouvernement ira de l'avant et que Dieu aidant, nous allons organiser les élections selon le chronogramme que nous avons donné en 2017, souhaitant tout un chacun de pouvoir nous aider également à accomplir ce travail en nous critiquant, en nous apportant, nous critiquant lorsqu'il faut nous critiquer, en nous applaudissant lorsqu'il faut nous applaudir, car nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est M. Abraham Lwakabwanga, secrétaire national adjoint chargé de la communication, information et médias au sein de l'UDPS. Avec lui, nous sommes entretenus pendant le minute imparti à cette émission Question pour un citoyen. Merci, il me reste qu'à vous souhaiter bonne année, une très belle soirée à tous et à chacun.